dans les années 1910. Et oui, c'est la suite de ma série puisque vous avez bien aimé. Je pense que vous étiez content de ma petite surprise que finalement j'allais vraiment finir le siècle au complet. Donc de 1900 aux années 2000, vous aurez tout vu. Puis là, attachez vos ceintures gang parce que vous allez voir qu'en 1910, il s'en est passé des affaires. Mais pour l'instant, commençons avec un bon déjeuner. En fait, vous savez quoi, à l'époque, ils mangeaient des choses un peu spéciales pour déjeuner. Je vais vous faire popper le menu du Titanic, ok, pour déjeuner. Vous allez voir, il y avait de la viande, du poisson, des affaires que je mange pas, fait que je les ai pas achetées, mais je vous les mettrai au pire en photo. Sinon, vous aviez des petites pâtisseries, des petits rolls comme ça. Vous aviez du gruau qui était très populaire. Ici, on a des belles petites pêches. Pêche cannée, très important. Dans mes recherches, j'ai découvert que les fruits en canne étaient très populaires à l'époque. Un petit thé Earl Grey ce matin parce que, et non, on n'était pas encore à l'époque Sunny D. Mais c'était bon ça, je suis pleine. Fait qu'aujourd'hui, pour mon look, on va passer premièrement à la coiffure, mais je vais aller laver mes cheveux parce qu'ils sont dus et surtout, dans le temps, les femmes avaient tellement des coiffures volumineuses, donc je vais mettre toutes les chances de mon côté, donc je vais me laver les cheveux avec un shampoing volume, je vais mettre la mousse, je vais vraiment essayer de leur donner là, cet aspect très gonflé. Tu sais, en 1900, juste avant, on s'était fait un beau petit chignon lisse, un peu style pompadour, mais là, je trouve qu'il y a de plus en plus de textures de cheveux frisés, un petit peu aériens, fait que je vais essayer de recréer cet effet-là dans mes cheveux. Fait que mousse volume. On va sécher. Ok, fait que je pense que je tiens quelque chose. Mes cheveux sont bien gonflés et texturés surtout. Fait qu'en 1910, les femmes avaient encore les cheveux très longs, hein, c'est ce qui permettait de faire ces immenses chignons, un peu comme on a vu dans les années 1900 aussi. Comme j'ai dit maintenant, c'est juste qu'ils sont plus texturés, plus avec de la petite frisette. Là, on peut penser entre autres à la photo de Rose dans le Titanic. Puis justement, on voyait beaucoup de coiffeurs avec les cheveux relevés, mais très près du visage, même des fois à la manière un peu bandeau. Donc tu sais, de venir vraiment focusser ici là, sur le pourtour du visage en avant. Il faut pas oublier que dans le temps, on portait encore des chapeaux, fait qu'il fallait hein, que ça fitte sur notre coiffure. Le pompadour, c'était encore populaire, mais ça commençait à être associé un peu plus aux personnes âgées, aux femmes vieillissantes. Donc, on a trouvé des manières de le réinventer et donc, c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. J'ai plusieurs photos d'inspiration, je sais même pas quelle je vais faire encore parce qu'honnêtement, je sais pas quelle va fonctionner. Moi, j'aime beaucoup ce petit look-là ici, avec les espèces de curls qui sont toutes à la verticale de même. Je sais pas si je vais être capable. Ah oui, puis j'ai acheté ça l'autre fois, ça va peut-être m'aider ce coup-ci. Fait que vous savez, ces genres de trucs-là qu'on servait pour faire des bonnes au secondaire, mais moi, je les ai juste coupés, puis je suis venue les attacher ensemble avec les petites bob épines spirales. Fait que comme ça, si jamais on a besoin de certaines pièces que ça tienne, que ça fasse beaucoup de volume, on va être capable. Donc c'est parti mon kiki, je me lance. Je pense que le secret pour faire des coiffures comme ça, c'est vraiment de bien diviser les cheveux. Moi j'ai choisi d'y aller pour 3 sections et j'ai commencé par celle de derrière. J'ai d'abord crêpé avec un petit peigne juste pour donner de la texture et être sûr que ça tienne bien. Puis ensuite, ben, j'ai pris mon petit hair rat version maison et je suis juste venue enrouler mes cheveux vers le haut, autour de la pièce et je l'ai fixé avec des bob épines. Pour la section du milieu maintenant, donc le haut de ma tête, je voulais pas faire quelque chose de trop bombé vu que le volume était plus en pourtour du visage comme on a dit. Donc j'ai simplement torsadé ma mèche sur elle-même, encore une fois crêpée, et je l'ai fixée elle aussi avec des bob épines. On va maintenant s'occuper de la section du devant, donc j'ai fait des divisions pour essayer de reproduire mes petites bouclettes enroulées sur elles-mêmes à la verticale, mais spoiler alert, ça n'a pas fonctionné, ça donnait pas du tout le même look que sur la photo, ça tenait pas non plus très bien, donc je suis quand même partie de ça, mais à force de jouer avec mes cheveux, j'ai comme écrasé un peu ces boucles-là. Ça a donné carrément une autre shape, mais je trouvais que c'était quand même réaliste. Donc, bear with me. Je ne suis pas coiffeuse, mais je trouve que ça le fait quand même. Surtout si on ajoute quelques petites mèches frisées serrées au fer. Je me suis brûlée. Ok, je pense être arrivée à quelque chose de pas pire. En tout cas, on a les beaux volumes que je réussissais pas à avoir l'autre fois. Fait que clairement, mes petits hair rats maison m'ont aidé. J'ai gardé ça plus plat dans le milieu, puis c'est ça plus effet comme en pourtour du visage. Je pense qu'avec le chapeau, ça va le faire honnêtement. Et d'ailleurs, c'est vrai, c'est notre prochaine étape! Pour l'habillement, je vous avoue que c'est la décennie qui aura été la plus tough à faire à partir de mon garde-robe puis de mon costumier parce que c'est vraiment des trucs qu'on retrouve plus, là, même dans les friperies. C'est assez démodé, merci, mais je pense que j'ai trouvé quelque chose de pas pire. Je vais enfiler ça dans un instant. Mais qu'est-ce qui est fascinant au sujet de la mode des années 1910, c'est que c'était vraiment une période de transition entre la mode de 1900 puis les années folles, donc 1920. Vous voyez que c'est pas du tout le même genre, donc comment on parvient de là à là. Ben c'est ça qui est intéressant. Donc par exemple, on a laissé tomber
tomber la silhouette en S des années 1900, tu sais, qui était très très féminine, là, très chargée. On s'en va tranquillement vers quelque chose de plus simple. La silhouette aussi va beaucoup s'allonger, donc on oublie ça, là, les corsets puis tout ça qui nous pousse là, le torse par en avant. Lentement mais sûrement, on s'en va vers quelque chose de plus simple et moins cintré. Pour l'instant, on a encore la taille qui va être définie, ou parfois c'est carrément en dessous des seins, hein, donc la taille empire qui est revenue à la mode. Donc ça vient contribuer bien sûr au passage de la silhouette en S à celle en I. On a aussi tous les hauts qui s'allongent, donc souvent là, la coupe était rendue vraiment comme mi-cuisse ou même au genou. Vous remarquerez sur les photos, mais c'est vraiment comme si on allonge virtuellement le torse. Donc ça fait un look assez spécial, mais qui est vraiment, c'est ça, transitoire. Pendant que j'enfile mes vêtements, je voulais vous parler encore un peu plus de la mode parce que je la trouve vraiment intéressante, celle des années 1910. On a eu entre autres un retour de la mode qui était populaire en 1800, donc avec les tailles empire et tout ça, mais ça c'est aussi à cause de l'influence de l'orientalisme qui était très populaire à ce moment-là, et je dois aussi citer les ballets russes qui ont eu une grosse influence sur la mode, entre autres à Paris. Et dernière chose intéressante à savoir au sujet de la mode à cette époque-là, c'est qu'on entre officiellement dans l'ère dit du modernisme. Vous remarquerez les vêtements qui se simplifient et qui évoluent rapidement, évidemment à cause de la guerre, mais aussi du rôle de la femme qui est en pleine expansion à ce moment-là. Hey, c'est l'heure de la pièce de résistance! Oh my god! Ok, sérieusement, j'adore! J'ai l'air d'une petite madame! Donc ce chapeau, les amis, c'est une construction, ok? C'est parti d'un chapeau en paille bien normal que j'ai trouvé dans une vente de garage à 3$. Et là, j'ai dit, la couleur, ça fit pas. Moi, je voulais faire tout, tu sais, ton sur ton. Comme à l'époque, c'était pas vraiment genre multicolore, là. C'était pas mal genre une couleur ou deux déclinées. Très duotone, fait que moi, je me suis dit, on va y aller dans le blanc et le brun, vu que c'est les couleurs de mon veston. Tu sais, il y avait beaucoup de vestons, fait que je me suis dit, bon, lui, c'est mon plus vieillot, mettons. Fait que c'est ça. Je suis partie de ça, j'ai peinturé mon chapeau en blanc parce que je trouvais que ça faisait trop plage. Après ça, j'étais allée le cacher un peu avec du tissu. Tu sais, les chapeaux à l'époque, ils restaient très décorés, là. Peut-être un peu moins girly que dans les années 1900. Mais pareil, on avait bien du ruban, de la boucle, tu sais, encore là, des décos. Ça, j'ai trouvé ça à New York, c'était tellement drôle. Quand j'étais allée la semaine passée, j'ai acheté ça pis ça là-bas, dans une place de textile, là. Ça m'a coûté des peanuts. Et voilà, c'est un petit projet pistolet à colle chaude, vraiment le fun à faire, et je trouve que ça complète à merveille. Honnêtement, je trouve que ça le fait, là. Je trouve le veston avec le petit col haut, tu sais, vu qu'il y avait bien des petits cols aussi avec des petites boucles dans le cou, je pense que ça rappelle vraiment ça. Idéalement, il aurait été beaucoup plus long, mais ça existe comme plus des vestons moulants qui sont vraiment longs. J'ai juste l'air d'une petite madame qui ça va faire sa marche d'après-midi au bord de l'eau, j'adore! Bon, fait qu'un peu de théorie sur le maquillage avant de se lancer. 1910, c'est pas compliqué, il y a comme deux styles un peu qui s'affrontent, soit celui de la douce et celui de la vamp. Alors vous choisissez votre camp. La vamp, évidemment, c'est venu avec l'arrivée du cinéma ou sa popularisation en fait. Donc t'as des femmes comme Theda Bara, entre autres, une actrice bien connue de l'époque qui avait, tu sais, des grosses moquillailles à l'écran et tout ça. Donc c'est sûr que tout ça, plus le mouvement orientaliste qu'on a parlé tantôt, ça va impacter la mode et donc les cosmétiques. Évidemment, t'en as plein encore à cette époque-là qui vont dire « Ah, c'est mal vu le maquillage, ça fait vulgaire, faut pas que ça paraisse. » Mais quand on regarde des vraies photos d'époque, on le voit quand même là, le maquillage. Fait qu'on s'en permet enfin un peu plus. Faut dire que dans le passé c'était souvent très no make-up look, mais là il y a l'essor en fait des premiers magasins de cosmétiques, donc les comptoirs qui commencent. Je vais vous mettre quelques marques, quelques images qui vont sûrement vous dire de quoi. Et ça va donc nous permettre de faire une transition, encore une fois, vers les années 20 qui étaient pas mal plus chargées en fort. Donc c'est parti pour le maquillage. Évidemment on veut un teint qui reste naturel, donc pour ça moi j'ai pris la bébé crème d'Herborian qui fait juste unifier légèrement, et j'ai aussi dissimulé mes cernes avec un cache-cerne bien sûr. Le glass skin, c'était pas quelque chose qui était populaire à l'époque, on était encore dans les teints mat, et oui, donc on va utiliser une poudre libre ou compacte pour matifier et fixer notre teint, et c'est le retour du fameux rouge sur les joues. Vous savez, ça a été populaire pendant super longtemps. Moi j'ai pris un rouge à lèvres que j'ai juste étalé quand même grossièrement sur mes joues, et bien sûr j'ai pris le même produit sur mes lèvres, mais je l'ai vraiment estompé au doigt pour faire un effet un peu encre. Pour les yeux, je suis allée délicatement en fait avec un fard un petit peu kaki. Dans ce temps-là, c'était beaucoup les gris, les bruns, les verts, des teintes comme ça, un peu ocre aussi, mais bref, je suis juste venue l'appliquer de manière assez diffuse au coin interne et externe. Bien important aussi ensuite de remplir un peu les sourcils, même si on leur laisse une forme naturelle. Fait qu'on va terminer avec les yeux, j'ai juste recourbé mes cils, puis ça me tentait de vous conter l'histoire de Maybelline en attendant, parce que je sais pas si vous la connaissez, mais il y a un beau lien parce que c'est dans les années 1917, si je ne m'abuse, qui ont sorti le premier Cake Mascara. Et c'est un gars en fait qui s'appelait Tom Lyle Williams. Il était habitué de regarder sa petite sœur qui s'appelait Mabel concocter son propre mascara dans le fond avec de la vaseline puis du charcoal. Puis à un moment donné, il s'est dit ben là Colin, ça a l'air compliqué son affaire, fait qu'il a inventé le premier Cake Mascara suite à ça. Puis c'est drôle parce que dans le temps on
on appelait ça du mascaro. Donc ça aurait pu ressembler à quelque chose comme ça. Ça c'est de Besame Cosmetics en passant qui font des répliques de maquillage vintage de différentes époques. Et un petit peu d'eau thermale et on applique ça. On voit un petit peu l'effet mais ça fait plus comme une espèce de teinture de cils et c'est un peu messy donc je risque de repasser quand même avec du vrai mascara mais très léger. Puis je serais bien curieuse de vous entendre en passant dans les commentaires vos réactions par rapport au maquillage parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont gardé l'image de Rose dans le Titanic mais faut penser que ça a été modernisé un peu ce look là. Pas que c'est tout faux mais mettons qu'il y a un certain décalage là entre son look puis le mien. Je pense que j'ai fait un look réaliste d'époque. Moi, je me regarde, j'ai l'impression d'être une fille genre sur les vieux photoplays, là, tu sais, les vieux magazines. C'est ça qui est drôle, je pense qu'avec nos yeux d'aujourd'hui, il y a bien des looks que j'ai fait dans la série qu'on est comme, semble c'est pas mon meilleur look, genre c'est pas avantageux, mais c'était vraiment comme ça que le monde se maquillait dans le temps parce qu'il y avait moins de connaissances. Le maquillage comme on le connaît aujourd'hui, ça commençait à peine, là. Puis il y avait certainement pas de tuto sur YouTube pour aider les gens, fait qu'il faut garder ça en tête aussi. Bon ben écoutez, vous me direz qu'est-ce que vous pensez du look. Moi honnêtement, je trouve ça weird avoir une caméra dans les mains. Fait que ça doit être que ça fait très ancien, mon look. Mais là, on va retourner dans la cuisine parce que c'est l'heure d'aller dîner. Fait que pour dîner, on va faire une recette que j'ai jamais fait, que j'ai même jamais entendu parler de ma vie, mais dans mes recherches, je suis tombée sur quelque chose qui s'appelle les Blushing Bunny. Ça a l'air bien populaire en Angleterre, puis en gros, ça consiste à mettre une tranche de pain dans de la soupe aux tomates avec du fromage fondu dans tout ça. Aucune idée si ça va être bon, mais on va essayer, ça a l'air très simple et quand même vite à faire pour dîner, fait que on se lance. Ah puis en passant, j'ai vu ici que ça existerait depuis, bon, début 1800, mais entre 1890 puis 1920, il y a des gens qui remplaçaient la soupe aux tomates par de la bière. Fait qu'on peut comprendre pourquoi c'est un plat populaire en Angleterre, tu sais, genre dans les tavernes, tout ça, ça a l'air qu'ils servent ça. Je vais essayer de juste scooper ça, je vais quand même le faire tremper dedans, mais je veux juste, voilà, scooper ça parce qu'il faut mettre ça à broil pour que ça fasse des petites bulles sur le top. Comme ça. Start. Ok, fait qu'ils ont dit de pas laisser ça brunir. Fait que je pense que comme ça c'est correct. Bon, fait que c'est ça que ça donne. J'étais un peu inquiète, je vous avoue. C'est qu'en fait le pain est resté mou. J'ai réalisé en le soulevant, je suis comme ugh. Mais même s'il y avait pas de sauce en dessous, d'après moi ça serait pas venu genre croustillant. Il aurait peut-être fallu que je fasse toaster mon pain avant. Ça sent bon, ça a juste l'air extrêmement chaud vu que c'est comme tout humide. Avez-vous vu ma petite face de déception? Ça, c'était vraiment par rapport à la texture du pain mouillé, mais pour vrai, le goût, j'aime quand même ça. Mais pour vrai, c'est pas surprenant que le goût, ça passe, parce que, tu sais, de la soupe aux tomates, du fromage, du pain, ça va quand même tout bien ensemble. C'est vraiment juste la texture de pain que j'aurais dû faire griller, je pense. Non, pour vrai, je peux comprendre pourquoi les gens aiment ça, là. C'est vraiment comfort food, ça coûte rien, ça prend pas de temps. C'était quand même bon, mais c'était très salé. On dirait que j'aurais coupé ça avec un petit sucre. Savez-vous quel dessert est sorti en 1912? Les Oreos! Honnêtement, j'aurais jamais pensé que c'était si vieux. Pour une certaine raison, je trouve tellement que ça fait moderne. Elle est très attirée par le sucre, tout comme sa mère. Je les ai achetés juste pour la vidéo. J'aime pas ça, moi, des Oreos. C'est vrai. Parfait pour casser mon petit sel. So good. T'es tellement cute, Lily. T'en auras pas du chocolat. Impossible. Non! La vie dans les années 1910, je pense que j'aurais bien de la misère à vous la jouer honnêtement. Je pense que si on n'a pas connu la guerre dans notre vie, on est tellement à 1000 lieues de s'imaginer qu'est-ce que c'est vraiment qu'il vaut mieux juste relater les faits. Donc dans les années 1910, ce qu'il faut se rappeler, c'est que ça bouge beaucoup, le côté politique, côté pays, ça brasse dans tous les coins du monde ou presque. La Corée a été annexée par le Japon entre autres, il y a eu la première république portugaise, aux États-Unis il y avait des batailles raciales assez importantes, merci, et pendant tout ce temps-là, en 1918, les gens succombaient à la grippe espagnole et avec nos évaluations actuelles, on pense que ça aurait fait jusqu'à 100 millions de morts, ce qui représentait à peu près 5% de la population mondiale à l'époque, donc c'est quand même assez énorme. Bien sûr, quand on parle de cette décennie-là, on peut pas faire abstraction du Titanic, un célèbre navire qui aura malheureusement apporté avec lui 1517 vies. Et c'est seulement en 1985 ensuite qu'on a pu localiser ces décombres au fond de l'océan. 1914, ça a été une année malheureusement charnière pour l'humanité avec le début de la Première Guerre mondiale. Ça s'est produit suite à l'assassinat de Franz Ferdinand. Et là, je parle pas du groupe. C'est la seule blague que je vais me permettre dans cette vidéo.
Franz Ferdinand, François, l'archiduc, a été assassiné et s'en sont suivis évidemment toutes sortes de réactions et d'événements suite à son décès qui ont donc mené officiellement à la Première Guerre mondiale. Je me permets un petit anachronisme ici parce que je connais pas tous les chiffres et les dates par cœur, mais par rapport au Canada, c'est plus de 650 000 Canadiens et Terre-Neuviens qui ont combattu. Il y a plus de 66 000 combattants parmi eux qui ont perdu la vie et il y en a 172 000 qui ont été blessés. Donc leur contribution, leur sacrifice surtout a permis au Canada d'être un des signataires distincts du traité de Versailles qui a donc mis fin à la guerre en 1918. Au Québec, la toute première game des Canadiens est jouée et on a gagné 7-6 contre les Cobalt. Jean-Guy! Hey non, mais il y a toujours bien les limites! Le quotidien Le Devoir est lancé en 1910. La même année, le 8 mars, on crée la première journée internationale des droits de la femme. Et le 19 juin maintenant, c'est la fête des pères. Le Canada va connaître une immigration massive venue principalement d'Europe du Sud et de l'Est, et dans mes recherches sur le Québec dans les années 1910, ça arrêtait pas de parler de marine. La loi de la marine ci, la marine ci, la marina, la marine ci. Gars, fouille-moi, je sais pas, les gens avaient comme une obsession avec l'eau. 1918, les femmes ont finalement le droit de voter au fédéral, et ça c'est grâce entre autres aux suffragettes qui étaient très actives au courant de la décennie. Et finalement, petite mention, petit hommage à un de mes idoles québécois, Louis Cyr, qui est décédé en 1912. Hey, mais savez-vous qu'est-ce que je trouve fou? À cette époque-là, on commençait à parler de modernisme, tant dans l'esthétique des vêtements que genre le mode de vie. Je sais pas vous, là, mais moi, je serais jamais allée travailler de même, genre. Même si c'est plus approprié que la décennie précédente, on dirait que je me sens tellement pas confortable, genre en robe. Fait chaud, il y a trop de layers. Je suis pas bien. Ah, vivement les années folles qu'on se dénude tous un petit peu plus. Bon, fait que pour le souper, j'ai trouvé des menus là, de 1910, donc je vais tout pouvoir vous dire qu'est-ce qu'on mangeait à l'époque, mais c'est important de noter aussi qu'à cause de la guerre, il y avait des rations. J'ai même trouvé une petite illustration comme ça qui disait qu'est-ce qui était rationné, donc il y avait le sucre, le beurre et la margarine aussi. Le pain, même chose, on disait de ne pas le gaspiller, et dans les choses qu'on pouvait manger là, allègrement sans se priver, il y avait les patates. Et sérieusement, j'ai remarqué que dans tous les menus que j'ai vus, il y avait des patates au menu, genre c'était vraiment un classique, les patates pilées, les patates bouillies, peu importe. Parlant de menus, j'en ai un ici de 1917, c'est intéressant de voir comment ils ont trié un peu les choses. Au début, il y a comme des cocktails, après ça, il y a des reliches qui appellent, mais ça inclut des choses comme des céleris, des amandes salées, du ketchup aux fruits, des olives, du caviar, tu sais, ce genre d'affaires-là, un petit peu marinées. Il y a les poissons, les poulets et volailles, tout ça, et les steaks, chops, etc. Ça, là, c'est la plus grosse catégorie, donc je pense que c'était très viande à l'époque, genre beaucoup de bœuf plus que de volaille, justement, qui est plus populaire aujourd'hui, j'ai l'impression. Puis honnêtement, les légumes, t'es cherches sur le menu, autant celui-là que d'autres que j'ai vus. Considérant tout ça, j'ai décidé d'y aller pour cette recette-là du livre de la cuisine de Jean-Philippe. Donc ça va être une version végane de ce qu'on aurait pu manger à l'époque. Donc ça va être fait avec du tempeh, il y a des champignons, des oignons, puis aussi des pommes de terre. Fait que je trouvais que ça faisait vraiment repas de 1910. On va se faire une belle petite soupe avec ça parce que hein, Campbell, tout ce qui était en canne à l'époque, ça semblait vraiment un hit. Fait que je suis rendue à piler mes patates. Est-ce que je peux vous dire à quel point ça sent bon dans la cuisine en ce moment? C'est phénoménal. Pour de vrai, je pense que ça va être un autre souper réussi. Puis pour vrai, j'ai vraiment faim. On goûte ça. Un peu trop salé à mon goût, mais sinon la sauce, ça serait vraiment bonne. Un bon 7,5 sur 10, je vous dirais. C'est vrai, j'ai ma petite soupe. Oh, ça pue. J'ai jamais mangé de crème de chou-fleur, c'est censé pas être bon. Ah! Mais sinon, dans mes recherches, j'ai pas trouvé grand-chose de spécifique par rapport à la bouffe québécoise de 1910. Mais ce que je peux vous dire, c'est que avec la construction d'hôtels importants à Montréal, comme le Ritz en 1912, il me semble, est venu des cuisiniers européens, entre autres français. Donc c'était beaucoup inspiration française qu'est-ce qu'on allait retrouver dans les grands restaurants de l'époque. Ah oui, puis fun fact pour vous, tous ceux qui chialeront contre mon tempeh versus la vraie viande, saviez-vous qu'en 1910, Montréal avait déjà son premier restaurant végétarien? Honnêtement, même moi, j'en revenais pas. Quand j'ai tombé là-dessus dans mes recherches, j'étais comme wow! Bon ben
mes amis, c'est ici malheureusement que l'épopée 1910 prend fin. Notre aventure se termine. Honnêtement, j'en peux plus de ces cheveux et de cet accoutrement. Autant ce matin, j'étais genre, oh, ça fait du bien avoir les cheveux relevés de même, j'aimais ça. Autant là, ça me gosse. Fait que je vais m'enlever ça, me changer, me laver, me démaquiller, tout le kit. Mais avant ça, je dois vous dire que j'ai bien aimé mes années 1910. C'est sûr que j'ai préféré 1900. 1900, à la belle époque, ça va toujours rester une de mes meilleures époques, justement. Mais les années 1910, comme on disait tantôt, ben ça aura été un tournant pour l'humanité. Mais je dois vous dire que j'ai quand même très hâte aux années 20, qui sera, comme vous le savez peut-être, officiellement la dernière vidéo de ma série. Hélas, oui, prochaine fois qu'on se revoit, ça va être vraiment la fin. On aura bouclé tout ce siècle. Fait que merci d'avoir été là tout le monde. Je vous fais des gros bisous. Bye! Oh, mes cheveux sont tout pognés. Aïe aïe. Oh my god. Ça, c'est toutes les bobépines que j'avais dans la tête.